Sur le sable brûlant d'Afrique, sous le soleil ardent du désert, un puissant royaume a prospéré pendant des millénaires. De grands rois et reines ont érigé des temples majestueux et enterré leurs morts dans des tombes en forme de pyramides. Mais nous ne sommes pas en Égypte, et le peuple qui a construit ces édifices n'est pas celui de l'Antiquité égyptienne. Nous sommes au Soudan, l'un des plus grands pays d'Afrique, et le berceau de la Nubie, un royaume cousu d'or, nourri par le Nil. À l'époque, la Nubie est le pays le plus vaste au monde, un véritable empire. Un empire dont les savants n'ont toujours pas réussi à déchiffrer la langue. Perdu dans les ténèbres, l'histoire de la Nubie demeurait un mystère, jusqu'à ce jour. C'est l'occasion de trouver des éléments pour la première fois. Nous sommes en train d'inscrire ce pays dans les livres d'histoire. Le sol révèle l'existence de rituels sacrés. Le lieu d'un crime antique. Quelqu'un est délibérément venu briser cet autel en 1000 morceaux. Et une invasion impitoyable qui a pu terrasser le puissant empire. À la manière de détectives, les archéologues vont s'efforcer de reconstituer les derniers jours d'une cité perdue et ramener à la vie un royaume oublié, une terre nommée Nubie. En 2000 avant Jésus-Christ, alors que les premières dynasties égyptiennes ont forgé leur propre nation, un puissant État émerge plus au sud, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Soudan. La Nubie. D'emblée, les Égyptiens comprennent que les souverains nubiens et leur terrible armée d'archers représentent une force réelle et constituent un redoutable rival qui contrôle les régions du sud du Nil. Durant de longues années, les pharaons égyptiens ont imposé leur domination. Mais les Nubiens ont fini par inverser la tendance et par conquérir l'Égypte. Rivaux en période de guerre et pourtant partenaires commerciaux, l'histoire de ces deux nations sera liée pendant des millénaires. Aujourd'hui, la civilisation de l'Antiquité égyptienne est largement célébrée, mais la mémoire de sa plus grande rivale émerge lentement des ténèbres. Les Nubiens sont un peuple africain, sophistiqué à la fibre artistique. Pendant des millénaires, ils prospèrent au sein de l'Égypte en toute indépendance. Les importants gisements d'or permettent à leurs souverains d'accumuler d'énormes richesses. Les artistes excellent dans l'art de confectionner des bijoux pour parer leurs maîtres royaux. Les céramiques des potiers nubiens sont parmi les plus fines du monde antique. Les architectes ont non seulement érigé des temples uniques au panthéon des dieux, mais ont également revigoré les traditions égyptiennes. Aujourd'hui, le Soudan compte près de 3 fois plus de pyramides que l'Égypte. Quand je pense à tous ces puissants rois qui ont régné sur le Soudan, je suis heureux de savoir qu'il s'agit de mes ancêtres. J'ai toujours le sentiment d'être un des leurs. Dans les années 20, l'archéologue américain de l'université de Harvard, George Reisner, exhume les tombes magnifiques de Nubie et permet de jeter les bases d'une chronologie royale qui s'étend sur plus d'un millénaire. Nous connaissons leurs noms, mais la plupart de leurs histoires sont encore perdues dans les codes énigmatiques de l'écriture nubienne. Pour déchiffrer ce langage, les archéologues rêvent de découvrir une nouvelle pierre de Rosette, comme celle utilisée en 1822 pour traduire les hiéroglyphes égyptiens. Ce serait formidable si nous pouvions trouver un tel document. C'est le rêve de tout savant de découvrir un indice qui permette de reconstituer un puzzle comme celui-ci. Désormais, un nouveau site remarquable, celui d'une cité perdue dans le sable, recèle peut-être la clé qui permettra de découvrir le passé de la Nubie.
Les archéologues Julie Anderson et Salah Ahmed doivent parcourir environ 350 km au nord de Khartoum. Leur destination, le village actuel de Dangay, est à 9 heures de route poussiéreuse. Le site est caché sous de mystérieux monticules de sable, près du centre-ville. C'est une cité nubienne très bien préservée de 2000 ans d'âge, qui s'étend sur plusieurs kilomètres carrés. Les explorateurs européens ont traversé cette région reculée du nord du Soudan au début du 19e siècle. Leurs témoignages évoquent l'existence de monticules de décombres rouges briques. Mais ce n'est que lorsque Julie et Salah ont exploré le site en 2000 que l'existence d'une cité antique a été confirmée. Au bout de 20 minutes de fouilles, nous avons découvert ce qui semblait être un sol, et nous l'avons dégagé. Mais en exhumant les contours, nous avons réalisé que nous n'étions pas sur un sol, mais sur un vaste mur. Ça a été un choc. Nous avons subitement compris que le site était gigantesque, bien plus grand que ce que nous avions envisagé. Il faudra plusieurs années pour exhumer la cité entière, une main-d'œuvre importante et le portage d'innombrables seaux de sable. Mais déjà, une impressionnante structure commence à émerger du sol. Sous l'un des monticules centraux, l'équipe a trouvé les vestiges de l'un des plus grands temples du Soudan. Julie et Salah ne savent pas exactement quand il a été construit, mais ils sont convaincus qu'il a été dédié au dieu suprême que vénéraient les Nubiens et les Égyptiens, Amon, la divinité à tête de bélier. Les temples voués à ce roi des dieux ont une forme caractéristique, basée sur celle que les Égyptiens ont bâtie à Karnak. Et le tracé de Dangay semble être à l'identique. Après plusieurs mois de dur labeur, les ouvriers ont déblayé plus de 500 tonnes de sable et mis au jour une des plus belles cours intérieures que Salah ait jamais vues. Je suis assis dans la seconde cour du temple de Dangay. Comme vous pouvez le voir, le sol est magnifique. Il est merveilleusement taillé dans des tuiles en grès. Les joints entre les tuiles sont très étroits et compacts. Le sol est aussi neuf que s'il n'avait jamais servi. Dans une autre partie du temple, Julie a exhumé les ruines d'une grande colonne de grès. Enfouies depuis des siècles, les figures sculptées ont été protégées de l'érosion due au vent et au sable. Il est beau, avec son petit nombril. C'est vraiment magnifique et tellement bien conservé. Regarde, il porte un petit pagne et il a un bon petit ventre. C'est plutôt mignon. Il tient des cruches d'eau, là et là. C'est de l'eau qu'il verse. Ce sont des offrandes aux dieux. Nettoyons-le un peu mieux. Par un climat si aride, il n'est pas surprenant de trouver des représentations d'offrandes d'eau dans le temple. L'eau, c'est la vie. Par la chaleur qui règne dans cette région, surtout en été, quand la température atteint 50 degrés, l'eau devient une offrande très précieuse. Sur la colonne en grès, où est représenté le dieu Hapi, se trouvent de mystérieuses inscriptions en nubien. Voici l'homme assis. C'est la lettre A. Sa tête est là, il a un bras baissé, l'autre en l'air, et il est accroupi. Nous savons qu'il signifie A. Malheureusement, bien que nous sachions aussi qu'il débute un grand nombre de mots, nous n'avons aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Les Nubiens inventent leur propre alphabet vers 200 avant Jésus-Christ, à l'époque où le royaume est basé dans la cité de Méroé. Dans le cadre d'une sorte de renaissance culturelle, les méroïtes tels que nous les connaissons ont remplacé les hiéroglyphes égyptiens par leur propre forme d'écriture. Jusqu'à ce qu'elles soient déchiffrées, les savants doivent se contenter de lire ce que les autres cultures de l'époque ont écrit sur ce royaume.
Il existe des témoignages sur le royaume méroïte, provenant de sources extérieures. Certains historiens grecs qui étaient en contact avec l'Empire romain, et bien sûr avec l'Égypte, ont écrit sur le royaume de Méroé. Mais nous ne disposons pas du point de vue des Méroïtes, car leur écriture est indéchiffrable. Les textes doivent parler d'eux-mêmes. Nous devons absolument trouver quelque chose qui s'apparente à la pierre de Rosette qui a été découverte en Égypte et qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Il nous faut un texte bilingue. La cité ancienne de Dangei est susceptible de cacher une pierre de Rosette. Sa situation sur le Nil, au sud d'une zone de rapide appelée 5e cataracte, lui assure une position stratégique au centre de routes commerciales majeures qui s'enfoncent vers l'intérieur de l'Afrique. La 5e cataracte est pleine de rochers. On ne peut pas y naviguer. Les récifs sont trop tranchants. Ils éventrent la coque des bateaux. Il nous faut quitter les voies navigables, traverser par la terre et rejoindre le Nil dans la région de Dangei. Au cours de son histoire, le royaume de Nubie attire des commerçants de tous horizons qui convoitent des marchandises comme l'ivoire, les peaux d'animaux et bien sûr l'or. Des peuples de cultures et de langues différentes, grecs, égyptiens, romains, tous font du commerce avec la Nubie. Nombreux sont ceux qui sont passés par Dangei, où ils pourraient avoir laissé une inscription bilingue. Mais pour l'heure, le seul chemin qui mène vers le passé des Nubiens gît sous terre. Il faut fouiller, il faut se salir, il faut exhumer les éléments du sable pour les étudier, les dessiner et tirer les conclusions qui s'imposent. Le climat ne coopère pas toujours. 3 semaines après le début des fouilles, un nuage tourbillonnant envahit l'horizon. Les conditions de travail se gâtent. Aujourd'hui, il y a 45 ouvriers sur le chantier. Ils vont devoir se couvrir le visage parce que le vent s'est sérieusement levé. Ils soulèvent le sable et le fait tourbillonner à la manière d'une tempête. L'horizon est complètement bouché. Les archéologues n'ont pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Pendant la majeure partie de l'année, la température avoisine 38 degrés la journée, une chaleur trop intense pour effectuer des fouilles. Nous ne sommes là que 2 mois et demi par an. On doit mettre à profit chaque minute de notre temps, peu importe les conditions météorologiques. Bien qu'éprouvante pour l'organisme, la tempête a l'avantage d'atténuer les rayons brûlants du soleil. La chaleur étant moins écrasante, les fouilles progressent plus rapidement. Le lendemain matin, le ciel est dégagé. Et dans l'atmosphère calme qui règne après la tempête, l'équipe découvre les premiers indices sur l'origine de la cité antique. C'est formidable. Salah? Oui? C'est un cartouche? Seuls les membres de la royauté avaient le privilège d'encercler leur nom d'une forme elliptique appelée cartouche. Le symbole d'une corde nouée aux 2 extrémités était supposé protéger le nom impérial du mal. C'est ce que nous avons ici. Voici le bas de l'ovale, et ceci est une des lettres. Bien sûr, les noms royaux comportent plusieurs lettres. Ce n'est qu'un maigre indice. Si nous trouvons le nom de l'homme dans le sanctuaire, cela voudra dire qu'il est celui qui a bâti le temple. C'est une pièce très importante. Nous devons essayer de trouver le reste du nom. Il devrait être par là, parce que ce morceau n'est qu'un fragment. Bien que Julie et Salah ignorent qui a construit le temple de Dangei, ils pensent que sa construction remonte à plus de 2000 ans, à la période des Méroïtes. Une époque qui correspond à l'âge d'or de la Nubie, lorsque les grands rois régnaient depuis Méroé et étaient inhumés dans les cimetières royaux, dans des sépultures dont la forme nous est familière. Influencés par la proximité de l'Égypte, les Nubiens admiraient les tombeaux majestueux de Gizeh et ont commencé à édifier leurs propres pyramides à la gloire de leur souverain.
Ils ont modifié la forme, préférant des pyramides aux flancs plus abrupts. Dans des chapelles attenantes, des scènes richement détaillées sont sculptées, représentant la vie du roi dans l'au-delà, accompagné de ses nombreux servants. Les pyramides de Méroé ne sont pas des sépultures réservées aux rois. Après le IIIe siècle avant Jésus-Christ, le trône est occupé par une succession de puissantes reines, qui ont peut-être participé à une co-régence. Une des plus influentes a régné aux environs de l'époque du Christ, quelque temps après la construction du temple de Dangei. Amani-Shakhet est une reine nubienne très puissante. Elle porte un arc et des flèches. Ils sont traditionnellement les accoutrements d'un homme. Et elle est représentée avec des prisonniers enchaînés. Il y a de fortes probabilités qu'elle ait combattu les Romains. En 23 avant Jésus-Christ, les soldats romains attaquent le royaume de Nubie. Selon leur récit, la résistance nubienne est menée par une femme borgne et vaillante. D'après les historiens, il s'agirait d'Amani-Shakhet. Cette reine empêche les Romains de prendre son royaume et parvient même à négocier un traité de paix en sa faveur. On peut encore distinguer des traces de l'imposante silhouette d'Amani-Shakhet sur les murs de sa chapelle dédiée aux offrandes. C'est une femme corpulente, ce qui montre à quel point elle est importante. C'est également un critère de beauté chez les Méroïtes. Elle est bien nourrie, elle porte de nombreux bracelets sur les bras, des bagues aux doigts. Elle devait être couverte d'or. Elle avait beaucoup de chance de posséder autant de bijoux. La cache royale d'Amani-Shakhet a été exhumée en 1834. C'est en effet à cette époque qu'un explorateur italien, du nom de Giuseppe Ferlini, se rend au Soudan, impatient selon ses dires d'apporter une contribution utile à l'histoire. En réalité, c'est un chercheur d'or. Ferlini envisage avant tout de faire fortune en revendant des antiquités africaines en Europe. Sa cupidité le mène jusqu'au site des pyramides de Méroé. Dans son journal, Ferlini écrit avoir ordonné à ses ouvriers de démanteler la tombe d'Amani-Shakhet, une des sépultures les mieux préservées du cimetière, haute d'une trentaine de mètres. Tandis que ces hommes travaillent sous la chaleur accablante du désert, Ferlini se prélasse à l'ombre. Mais lorsqu'un de ses fidèles serviteurs l'appelle du sommet de la pyramide, c'est d'exaltation. L'aventurier écrit « J'ai accouru, le cœur rempli par l'espoir d'une délicieuse aventure. » Ferlini écrit que ces hommes ont découvert une chambre cachée par les pierres au sommet de l'édifice. Ils en ont retiré une coupe en bronze remplie d'objets emballés dans de la toile de lin. Ferlini met enfin la main sur l'or tant désiré. Dans son journal, il note « À la tombée de la nuit, j'ai rapporté les objets découverts sous ma tente. Et une fois tous les ouvriers endormis, j'ai sorti les pièces précieuses pour les étudier, le cœur rempli d'allégresse. » J'ai admiré l'or, et en contemplant le nombre d'objets, j'ai réalisé que ce trésor était plus important que l'ensemble des pièces disséminées à travers les musées d'Europe. Ferlini a découvert un formidable trésor essentiellement composé de bijoux. Aujourd'hui, la plupart sont exposés au musée égyptien de Munich. Des bracelets en or, recouverts de bandes décoratives de verre fondu. Des pendentifs ornementaux, aux motifs représentant des divinités. Et des dizaines de bagues en or massif, dont certaines sont gravées à l'effigie d'Amon. C'est un des trésors les plus prestigieux jamais découverts en Nubie. Il nous donne un bon aperçu de ce que les reines et les rois devaient porter à l'époque. Si le voyage de Ferlini a permis de découvrir de telles richesses, ce ne fut pas à moindre coût. La quête d'or impitoyable de l'explorateur a détruit entièrement la pyramide d'Amani-Shakhet. À Dangei, dans la cour extérieure du temple d'Amon, le récit d'une autre destruction est en train de livrer son secret. Ces ruines, elles aussi, ne sont peut-être pas uniquement la conséquence des ravages du temps. Ce temple semble avoir été abandonné, mais nous ignorons pourquoi.
Peu à peu surgissent des sables, l'épreuve d'événements catastrophiques dans l'histoire de Dangei. C'est un long morceau de poutre en bois de palmier, mais il a été sévèrement brûlé. Ceci est du charbon, et on remarque que de petits morceaux de la poutre en palmier se détachent au fur et à mesure qu'elle se désintègre. Nous avons mis la main sur une partie de charpente qui s'est effondrée après un terrible incendie. Ce dernier a dû être terrible parce que le bois est calciné. Vous pouvez remarquer les traces du feu sur les colonnes et sur le sol. Et voici ce qu'il en reste. Ces couches d'éléments brûlés nous donnent de sérieux indices sur les raisons qui ont poussé les gens à fuir cette région. Il y avait peut-être une guerre, ou il se peut que le temple ait pris feu accidentellement. Quelle qu'en soit l'origine, l'incendie a dû être violent, suffisamment pour entraîner l'évacuation du temple et peut-être de la cité entière. Mais ce qui a sans doute constitué un désastre du point de vue des Méroïtes s'avère être une bénédiction pour Julie et Salah. Tout ce qui se trouvait en dessous du niveau des flammes, à la surface du sol, a été complètement scellé, créant une capsule hermétique qui a été préservée des ravages du temps. C'est un moment spécifique que nous pouvons étudier. Si la théorie de Julie et Salah est correcte, ce moment précis dans le temps pourrait coïncider avec les derniers jours de l'Empire nubien. Les historiens savent peu de choses sur cette période, mais les fouilles de Dangei pourraient aider à comprendre les raisons de la disparition de ce puissant royaume. Pour apprendre comment l'Empire est né, il faut étudier les monuments situés plus au nord. Au-delà de la 4e cataracte du Nil, s'étend le lieu le plus sacré de toute la Nubie, Djebel Barkal, la montagne pure. Au pied de ce site exceptionnel se trouve le plus grand et sans doute le plus ancien temple du pays dédié à Amon. Il surplombe une étendue fertile du Nil où la vie prospère depuis plus de 3000 ans. Ces temples et ces tombeaux ont tant de choses à révéler sur les premières années du royaume de Nubie. Mais pourtant Salah s'évade du site des fouilles pendant quelques jours afin d'effectuer son pèlerinage annuel à Djebel Barkal. Je prends ma voiture et je pars 3-4 jours sur place. Je me ressource. Il doit d'abord traverser le Nil. Il y a peu de ponts dans cette région du pays. Ce sont des bacs qui assurent la liaison entre les deux rives. Et il y a foule. Depuis plusieurs millénaires, le Nil est une voie essentielle à la circulation des populations et des marchandises à travers le pays. Salah s'éloigne des vallées verdoyantes du Nil pour affronter l'inhospitalier désert de Bayouda. Son voyage va le mener à quelques 180 km au nord-ouest, le long d'une route imprégnée d'histoire. Il emprunte le chemin que les rois et les reines de Nubie ont parcouru pour atteindre les temples de Djebel Barkal. Il fait très chaud et le terrain est accidenté. C'est une excursion rude, mais je l'apprécie. Plus Salah s'éloigne du Nil, plus le terrain est accidenté. Ici, seuls quelques puits épars permettent au peuple du désert de survivre. Les nomades et leurs troupeaux parcourent de grandes distances pour rejoindre ces puits. Ici, l'eau est plus précieuse que l'or. Il faut parfois la journée entière pour puiser l'eau nécessaire à la caravane. Il y a plusieurs siècles, les ancêtres de ces nomades ont creusé ces puits à la sueur de leur front. Celui-ci se nomme Al-Tawela, le profond, car il descend à une 50aine de mètres sous le sable. Pour les voyageurs comme Salah qui circulent à travers le désert, ce puits est une bénédiction. En voiture, il peut traverser le Bayouda en une journée. Mais pour les Nubiens de l'Antiquité, le voyage aurait pris des semaines. La route se termine à Karima, sa ville natale, nichée au pied du Djebel Barkal. La montagne paraît imposante quand on l'aperçoit au milieu de la plaine.
Vous voyez apparaître ce mont qui culmine à une centaine de mètres. C'est très impressionnant. Le jeune Salah a grandi au pied de la montagne sacrée Djebel Barkal et des ruines qui l'entourent. J'adorais cette montagne quand j'étais enfant. Je venais ici tous les vendredis. On s'amusait bien avec mes amis. En même temps, ces ruines me paraissaient secrètes. J'étais très curieux de connaître le mystère de la montagne. Le mystère tire son origine des grands pharaons d'Égypte, les rivaux du nord de la Nubie, il y a quelque 3500 ans. À leurs yeux, la forme de la cime du Djebel Barkal représente un puissant signe de royauté, celle du cobra, ou Uræus. On distingue réellement la forme d'une couronne, frappée du symbole de la royauté. Puisque Amon, le dieu des dieux, symbolise la royauté, les Égyptiens érigent un temple en son honneur, que les rois nubiens agrandiront au fil des années pour en faire le plus grand temple du Soudan. Hélas, les colonnes sculptées comme celles que Julie et Salah ont exhumées n'existent plus, érodées par des siècles d'exposition. Les conditions climatiques sont très rudes. À présent, le temple et l'ensemble du site ne sont plus que des ruines. Mais à l'époque où le temple rayonnait comme un joyau au pied de la montagne sacrée, les tout-puissants pharaons égyptiens parcouraient des centaines de kilomètres pour y être couronnés par les grands prêtres d'Amon. C'était l'endroit sacro-saint de la vallée du Nil. Depuis toujours, le peuple était persuadé qu'Amon habitait les lieux. À l'intérieur du temple se trouve un autre sanctuaire dédié à la déesse Mout, femme du dieu Amon. Salah peut y lire la mythologie des lieux gravée sur les murs. On distingue parfaitement la silhouette de la montagne. Des flancs abrupts avec un sommet plat. Et à l'avant, on peut voir un serpent et un disque solaire, ce qui est un symbole de royauté. Et à l'intérieur de la montagne, on peut voir Amon sur son trône. Car selon les croyances ancestrales, Amon habitait à l'intérieur de Djebel Barkal. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte a perdu sa puissance et son emprise sur la montagne sacrée. Les Nubiens ont pris le contrôle de Djebel Barkal, se proclamant les enfants légitimes d'Amon. Ils deviennent si puissants qu'ils conquièrent l'Égypte, leur rival du Nord, et fondent une dynastie de pharaons nubiens. Tout le monde est persuadé que les Égyptiens étaient les maîtres de la vallée du Nil. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant plus d'un siècle, les Nubiens ont été les maîtres de l'Afrique. Le roi Taharko a été le membre le plus éminent de la puissante lignée de pharaons nubiens, venus régner sur la terre des pyramides. Leur royaume inclut alors toutes les richesses et les splendeurs qui définissaient autrefois la civilisation égyptienne. Pendant près d'un siècle, les Nubiens vont contrôler un territoire qui s'étendrait aujourd'hui de Khartoum jusqu'à la Palestine. À l'époque, il s'agissait peut-être du plus grand pays au monde. C'était un véritable empire. Les Nubiens finissent par perdre le contrôle de l'Égypte à la suite d'une invasion des Assyriens. Mais cela ne met pas fin à leur royaume, ni à leur loyauté envers le dieu Amon. Ils se regroupent au sud et prospèrent encore un millier d'années, bâtissant des temples dédiés aux dieux des dieux à travers tout le royaume. La mission de Salah consiste à restaurer l'héritage de ses ancêtres. À présent, je consacre une partie de ma vie à faire des fouilles. Il faut que je creuse et que je découvre quelque chose de l'histoire du Soudan. De retour à Dangay, Salah s'apprête à relever un nouveau défi. Il va partir à la recherche de ses ancêtres dans leur sépulture. Aux abords de la ville, à quelques dizaines de mètres du cimetière actuel de Dangay,
les ouvriers d'un chantier d'irrigation ont exhumé une ancienne nécropole. L'engin qui a creusé le canal vient de tomber sur une sépulture. C'est grave? Oui, une dizaine de tombes sont détruites. D'un autre côté, c'est ce qui a permis de découvrir le cimetière. C'est donc une bonne et une mauvaise nouvelle. Salah est persuadé que les personnes enterrées dans ce cimetière sont justement celles qui se rendaient au temple. C'est formidable de découvrir la vie et la mort en même temps. Cela permet de compléter le récit de toute une population. Au temple, Julie et l'équipe d'archéologues poursuivent leur lutte contre la chaleur et les tempêtes de sable, dans l'espoir d'en apprendre davantage sur le mystère de ce lieu sacré. L'exhumation d'un mètre supplémentaire de ruines fait apparaître les colonnes en grès et la silhouette d'une personnalité désormais familière, le dieu du Nil, que les Nubiens de l'Antiquité appelaient Hapi. Une figure que l'on retrouve en différents endroits de la cour intérieure. Hapi est représenté 8 fois sur cette colonne, ainsi que sur les 3 autres. Quand le travail sera terminé, nous aurons réuni 32 représentations du dieu Hapi. Ce personnage est le dieu du Nil, et il porte des cruches qui déversent de l'eau. Il apporte la fertilité aux rives du Nil et à ceux qui les habitent. C'est pourquoi il occupe une place si importante dans l'esprit de ceux qui vivaient ici. Sans le Nil et ses eaux, ils seraient tous morts. L'eau est si importante pour les Nubiens de l'Antiquité qu'elle joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne du temple. Les prêtres devaient faire des offrandes aux dieux, et ici en particulier au dieu Amon. Cela impliquait donc de verser de l'eau, ou peut-être du lait sur l'autel, afin de l'offrir à la divinité. Les prêtres accomplissaient ce rituel dans la partie la plus sacrée du temple, au cœur du sanctuaire. En principe, seuls les prêtres étaient admis dans cette pièce. C'est le sanctuaire principal, le Saint des Saints. Julie et Salah attendent d'exhumer cette chambre sacrée depuis longtemps. Ils pensent trouver un autel ou une statue, quelque chose qui soit en corrélation avec les rituels antiques dont ils sont certains qu'ils se déroulaient au cœur du temple. Ces blocs sont énormes. Ils sont plus épais que ma main. Ils supportaient quelque chose de très lourd. Ce pouvait être un autel, une statue. C'est là que les prêtres devaient faire leurs offrandes à Amon. Mais à l'endroit où devrait se trouver l'autel, ils découvrent des indices troublants qui semblent indiquer que les lieux ont été profanés. Il semblerait qu'on ait creusé un énorme trou dans le sol du sanctuaire principal du temple. Le reliquaire sacré a disparu. Ils ont pu l'emporter, ou le mettre ailleurs, ou encore le briser en miettes. Pour ce qui est de commettre un sacrilège, il s'agit là d'une terrible offense. L'accumulation des indices semble confirmer que l'incendie qui s'est produit dans la première cour était bien d'origine criminelle. L'identité de ceux qui l'ont perpétré reste un mystère, mais ce qu'ils ont fait de l'autel devient parfaitement clair lorsque Julie examine à nouveau des fragments de pierre exhumés plus tôt dans la saison. C'est assez lourd. C'est le coin supérieur d'un autel. Et comme je l'ai dit, c'est assez lourd. Il a donc fallu beaucoup d'énergie pour le briser en autant de morceaux, comme vous pouvez le voir. Bien que l'autel ait été détruit, par chance, une partie essentielle est restée intacte. Nous avons retrouvé ce morceau. Il s'agit du fragment de cartouche manquant que cherchaient Julie et Salah. Ils vont enfin pouvoir déchiffrer le nom de celui qui a bâti ce temple et qui n'est pas un roi. Le nom royal est Marik Al-Ra. C'est un des noms de la reine Amantor. Le temple n'est plus anonyme. Désormais, on peut lui attribuer un âge et un souverain.
Amanitor est une autre puissante reine nubienne qui a régné au 1er siècle après Jésus-Christ. Nous savons à quoi ressemblait cette reine. Voici sa couronne. Et sur le devant de celle-ci, il y a un double uræus, c'est-à-dire 2 serpents avec un petit disque solaire au-dessus de chacune des têtes. Voici son nez, que l'on aperçoit de profil. On distingue son oreille parée d'une boucle de ce côté. Ici, elle présente une grosse joue rebondie. Sa corpulence est synonyme de beauté et de fertilité. Elle est bien nourrie et elle peut avoir beaucoup d'enfants. La reine Amanitor et son corégent, le roi Natakamani, ont régné sur la Nubie à l'époque du Christ. Ce couple puissant a honoré les dieux en faisant bâtir plus de temples que n'importe quel autre souverain nubien. Le complexe du site de Naga, à 200 km au sud, est un impressionnant témoignage de leur dévotion. Une avenue bordée de statues de béliers mène jusqu'au temple en hommage à Amon et donne une idée de ce que le sable de Dangei pourrait encore cacher. Comme tous les souverains nubiens, le roi Natakamani et la reine Amanitor ont d'abord été sacrés à Djebel Barkal. De là, ils ont probablement visité la plupart des temples les plus importants de leur royaume, comme celui de Dangei, pour enfin être couronnés en grande pompe dans le temple d'Amon. Amanitor et Natakamani ont accédé au temple de Dangei en naviguant sur le Nil. Ils se sont dirigés ensuite vers le sanctuaire principal. Le complexe du temple d'Amon devait apparaître comme un mirage à l'horizon. L'accès au temple devait être barré par 2 gigantesques portes, préservant ainsi les secrets de ce bâtiment. Conduits par les grands prêtres, la reine Amanitor et le roi Natakamani pénètrent dans le lieu sacré, suivis de leurs courtisans, et se dirigent vers le sanctuaire intérieur. Les lieux devaient être imprégnés d'une fumée aux effluves d'encens, où le couple royal se livrait sans doute à des offrandes dédiées au dieu Amon. Les prêtres d'Amon, s'exprimant en son nom, devaient prononcer le nom du roi qui allait succéder au trône. Ensuite, le couronnement avait lieu. Officiellement, le roi était couronné par Amon. On peut présumer que le dieu était représenté par le grand prêtre. Bien que l'accès aux sanctuaires intérieurs soit réservé aux grands prêtres et à la royauté, d'autres parties du temple sont ouvertes aux pèlerins de rang plus modeste. Nous avons découvert une empreinte de pied dans les pavés de la première cour. C'est un souvenir qui a été laissé par un pèlerin venu visiter le temple. C'était une manière de montrer aux dieux et aux autres pèlerins que cet homme s'était rendu sur place. C'est un acte très humain, une démarche que quelqu'un est venu faire, comme un acte personnel de piété, de foi. On peut se contenter de rester au niveau des matériaux, des colonnes et des pavés. Mais en tant qu'archéologue, cette empreinte est un clin d'œil sympathique, car elle nous montre que les gens se rendaient au temple, qu'ils y vouaient un culte à leur Dieu, c'était leur vie quotidienne. Grâce à la découverte du cimetière mitoyen, Julie et Salah disposent d'un lien encore plus direct avec le passé. À l'intérieur de ces tombes ancestrales, ils auront peut-être l'opportunité de se retrouver face à face avec ceux qui ont voué un culte au temple il y a près de 2000 ans. Salah commence l'exhumation d'une nouvelle sépulture épargnée par le chantier d'irrigation. Par un simple balayage, je peux découvrir la moindre activité exercée à cette époque sur cette surface. Mais là, il faut être prudent, parce que je dois suivre exactement les contours d'origine. Sinon, j'aurai un relevé incorrect de l'ensemble de la tombe. L'équipe de Salah est composée d'hommes appartenant à la tribu semi-nomade des Bicharéens. En été, ils quittent leur famille
et partent à la recherche de pâturage avec leurs chameaux. En cette période, ils restent près de chez eux et participent aux fouilles. L'un d'entre eux se marie. La tribu en profite pour fêter l'événement. Le marié est très fier de ses chameaux et aime en faire étalage. Ils seront offerts à la nouvelle mariée et à sa famille, comme le veut la tradition. Après plusieurs jours de fouilles, Salah est toujours dans le caveau. À l'entrée de la sépulture, il a découvert une poterie en parfait état au milieu des gravats. Elle est superbe. Je l'adore. J'aime beaucoup sa forme et sa couleur. C'est une très belle pièce de musée, non? Le réceptacle a sans doute contenu de l'encens brûlé par la famille à l'occasion du rituel qui a accompagné l'enterrement. Des récipients comme celui-ci étaient placés à l'envers, à l'entrée de la sépulture. Le caveau était ensuite scellé pour l'éternité. Les familles ont peut-être cherché à se consoler dans le temple, priant pour les malades, pleurant les morts. D'autres sont sans doute venus remercier les dieux à l'occasion d'une naissance ou pour une récolte abondante. Ceux qui souhaitaient pénétrer à l'intérieur du complexe du temple ont d'abord franchi une entrée monumentale. À mi-chemin d'une allée pavée bordée de statues de béliers, l'ombre d'un kiosque offre un bref répit. Devant eux se dressent les grandes portes en bois du temple. 2000 ans ont passé, et à l'intérieur du sanctuaire principal, un mur en plâtre peint s'est effondré sur le sol. L'archéologue Caroline Rochelot, un des membres de l'équipe, tente de sauver ce qui peut encore l'être. Les couleurs ont perdu de leur éclat, mais elles devaient être superbes. Il devait y avoir des couleurs vives partout. Il n'est pas surprenant que les méroïtes de l'Antiquité aient eu un besoin de couleurs. La terre du désert est ocre. Le ciel pâle est voilé d'une légère brume de chaleur. Seule la rivière rompt avec la monotonie environnante. Le vert des terres agricoles qui bordent le Nil est magnifique. De nos jours, rien n'a changé. La population de Dangay partage le même besoin de couleurs et s'est égayé la vie avec autant de talent que ses ancêtres. Les gens se servent des teintes du Nil pour décorer leurs maisons et colorer le désert. Bien que les murs bigarrés du temple se soient effondrés, leurs dessins demeurent intacts. Caroline a la tâche délicate de recoller les morceaux. Il est rare de retrouver des fragments d'une fresque murale dans cet état. Nous avons beaucoup de chance. Une partie du mur a été préservée, mais on a également retrouvé d'anciens morceaux de pigments dans le temple. J'ai du blanc. C'est une sorte de craie. Voilà le blanc. Je peux essayer du jaune à côté. Voilà le jaune. Les artistes de l'Antiquité qui décoraient les murs du temple fabriquaient leur peinture en mélangeant les pigments concassés à de l'eau. En extrapolant à partir des fragments retrouvés, Caroline va aider Julie à ressusciter la beauté éclatante du temple quand il était au sommet de sa gloire. Tout le temple était peint. Les colonnes, les murs, la couleur était partout. Les colonnes et les murs du sanctuaire extérieur sont couverts de représentations du dieu Hapi, portant de l'eau. Les parties supérieures de la pièce comportent des dessins de la reine et du roi, faisant leurs offrandes à Amon.
Les couleurs habillent même les statues des dieux. Chaque jour, les prêtres devaient entretenir les reproductions divines, soulignant le rouge des yeux du bélier d'un trait de charbon noir. L'équipe n'a encore aperçu aucune trace de ces statues d'Amon, qui devraient pourtant se trouver dans l'enceinte du temple. Mais une découverte dans une nouvelle tranchée à l'extérieur de la porte principale conduit Julie à penser que les pièces manquantes pourraient avoir subi le même sort que l'autel du sanctuaire intérieur. Ici, nous avons un gros morceau d'une statue brisée en éclats. Mais elles ont toutes été brisées en 1000 morceaux. Il y a des milliers d'éclats, dont la plupart sont impossibles à identifier. Après des heures de fouilles, ils trouvent enfin un morceau reconnaissable. Il s'agit de l'œil peint en rouge d'un bélier. Les yeux des béliers ressemblaient à ça. Cela nous confirme qu'il y avait bien des statues de cet animal. Nous cherchions spécifiquement des béliers parce que c'est le symbole du dieu Amon. Contrairement à celles du temple d'Amon à Naga, les statues de béliers de Dangei ont connu un sort tragique. Il semble que des gens aient pris le soin d'emprunter l'allée du temple, s'arrêtant devant chaque statue pour les renverser et les briser une à une. Une tâche ardue, mais les auteurs du délit ne sont pas repartis les mains vides. Au milieu du temple, sur les lieux du crime, nous avons trouvé ceci. Je ne savais pas ce que c'était au début. C'est une pierre très lourde, calcinée d'un côté, et elle tient bien dans ma main. En l'étudiant de plus près, nous avons remarqué qu'on avait dû se servir de cet objet comme d'une masse. Nous avons donc supposé que cet objet avait pu facilement servir à briser l'autel et les statues en milliers de petits morceaux. À l'aide d'un outil identique, Julie met sa théorie à l'épreuve sur un gros bloc de grès. Ce grès est identique à celui qui a servi à sculpter les béliers devant le temple. Imaginons que c'est une statue que je viens de renverser. Les morceaux de roche se fragmentent en petits bouts tranchants. Ils ressemblent beaucoup aux morceaux de l'autel que nous avons retrouvés. Je suis assez contente de cette démonstration. Il semble que ces outils de pierre aient pu effectuer le travail. Nous sommes en présence d'un crime. Tout semble indiquer qu'une invasion a eu lieu. Impitoyables et déterminés, des forces puissantes ont ravagé Dangei et pillé le temple sacré. Les envahisseurs ont mis le sanctuaire à sac, annihilé les références aux souverains nubiens et détruit les symboles de leurs dieux. Ils ont saccagé tout ce qui avait de la valeur. Puis, dans un dernier élan, ils ont incendié le temple. Étaient-ils venus renverser le régime nubien? À la fin de leur règne, les Méroïtes avaient de redoutables ennemis. Des nomades attaquant depuis le désert et un royaume rival en lieu et place de l'Éthiopie de nos jours. Le déclin du royaume nubien au IIIe siècle après Jésus-Christ a peut-être provoqué l'attaque de Dangei. Une chose est certaine, la cité antique ne s'est jamais relevée de l'assaut. Après la destruction du temple, la population de Dangei a abandonné les lieux. Nous avons trouvé quelques réponses et c'est passionnant. À présent, nous cherchons les détails, mais nous avons répondu aux grandes questions. Et c'est formidable. C'est une énorme récompense pour leur première saison de fouilles.
Mais Salah est encore à pied d'œuvre dans la tombe. Il a trouvé un énorme récipient à offrande. Il est très beau. J'aime beaucoup la forme de cette céramique. Ils s'en servaient pour les liquides. En principe, elle protège les morts à l'entrée des tombes. Cette sépulture contient véritablement toute une part d'histoire. C'est palpitant de trouver un squelette entier sur le site même. Mais en même temps, vous examinez un corps humain, celui d'un homme qui travaillait la terre ou qui surveillait le bétail. Ces populations dépendaient entièrement du Nil et vivaient sans doute des mêmes activités dont nous vivons encore aujourd'hui. Ces gens étaient les fidèles du temple d'Amon de Dangei. Ils ont subi leur plus grande perte quand leur cité a été pillée. Il est vraiment très intéressant pour nos collègues de découvrir la vie et aussi la vie après la mort. On peut réellement raconter toute l'histoire d'une population, comment les gens vivent et comment ils meurent. Mais l'histoire n'est pas terminée. Il reste encore énormément de travail à Dangei. Sous tous ces monticules, dorment des bâtiments qui sont apparemment bien conservés. Salah et moi pourrions passer une trentaine d'années sur place sans même parvenir à exhumer la surface du site entier. Un grand nombre des structures de la grande cité de Dangei sont toujours enfouies. Et quelque part sous les sables, gît peut-être la pierre de Rosette tant convoitée. Le secret qui permettra de déchiffrer l'écriture mystérieuse des Nubiens. C'est l'histoire d'une génération entière. Nous pouvons y contribuer en partie, et peut-être que nos enfants l'achèveront, afin que l'histoire soit complète.